Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous faire visiter l'un des sites les plus intéressants de la Bretagne médiévale. Il s'agit des ruines de l'ancien village de Saint-Aignéan, situé au lieu-dit l'Esquelène, sur la commune de Plabennec. Ce site féodal est un précieux témoignage de notre patrimoine historique, du fait de sa grande concentration de vestiges. Il a été classé en 1970 et se divise en deux parties. D'un côté la motte castrale avec le donjon qui se trouve donc en hauteur, et la basse-cour où se trouvaient les habitations et autres activités du village, et un peu à part les chapelles. Le but de cette vidéo est de vous montrer qu'un site qui pourrait paraître comme complètement perdu et insignifiant au premier abord, révèle en réalité des informations très intéressantes sur notre histoire. Le site fut probablement occupé dès l'époque du Néolithique, puis des Celtes. Ensuite, les Romains avaient choisi d'établir un camp proche de celui-ci, car une voie romaine passait à proximité. La véritable création du site de l'Esquelène date seulement de la fin du VIe siècle, à l'époque de Saint-Aignéan ou Thonan. Celui-ci était, selon la légende, un magnifique jeune homme qui demanda à Dieu de l'enlaidir afin que les jeunes femmes arrêtent de lui tourner autour, dans le but de préserver sa virginité. Après avoir obtenu cela de Dieu, saint Thonan et ses compagnons, des moines gallois et des chrétiens romains, ont quitté la Grande-Bretagne pour la Petite-Bretagne. À cette époque, de nombreux Bretons insulaires avaient quitté l'île à cause des Saxons, des Jutes et des Angles. À partir de la rivière de l'Elorn, Saint-Aignéan est peu à peu remonté vers le nord en créant, sur son passage, divers paroisses et lieux de culte, tels que le monastère de l'Esquelène. Celui-ci avait la forme d'une maison longue à la manière des édifices gallois de l'époque. Ces vestiges furent découverts par des fouilles menées dans les années 1970. Cette communauté religieuse s'est développée jusqu'au IXe siècle. Elle fut à l'origine de la construction d'une grande église en pierre à l'intérieur d'une vaste enceinte circulaire, la Curia Hellenus, qui aurait donné son nom à l'Esquelène. En effet, Lèze signifie cour, réunion ou château, et Hélène viendrait du seigneur Hellenus, qui était de très haute noblesse. Le lieu devait donc être assez important, assez riche, car il attirait les Vikings, qui y menèrent un raid vers 930. Celui-ci eut pour conséquence de dévaster le site, car il fut incendié, mais aussi de faire fuir les moines, et également de créer les conditions propices au début de la féodalité. C'est après l'incendie de cette chapelle que la motte castrale a été bâtie aux alentours du Xe-XIe siècle. Mais qu'est-ce qu'une motte castrale ou motte féodale ? En fait, ça désigne tout simplement une construction visant à défendre une terre, principalement construite entre le Xe et le XIIIe siècle en Occident. Elle est composée d'un rehaussement important de terre de forme circulaire. La plupart du temps, le sommet était occupé par une forte palissade. Un fortin de bois y était aménagé avec une tour de guet analogue à un donjon. C'est une sorte de château fort primitif finalement. Ce type d'édifice était très pratique puisqu'il ne coûtait rien. Les paysans, forcés de travailler gratuitement pour les seigneurs dans le cadre de la corvée, étaient amenés à accumuler de la terre au cours de ce travail. Et c'est cette accumulation de terre qui va constituer la motte. Le mode d'occupation d'une motte castrale était généralement composé de la manière suivante. Au rez-de-chaussée étaient casées les réserves de nourriture. Au premier étage vivait le seigneur avec sa femme et ses enfants. Puis au deuxième étage, toutes les femmes de la famille ayant investi la motte. Et enfin, au dernier étage, on plaçait tous les hommes de la famille. La motte castrale de l'Esquelène est l'une des plus impressionnantes de Bretagne avec sa trentaine de mètres de diamètre. Elle est entourée de larges douves, tout aussi impressionnantes, visant à la protéger. Un pont-levis servait à atteindre la motte. Au sommet se trouvait un donjon en bois qui permettait à ses occupants de dominer le paysage en gardant un œil sur celui-ci. Cette vue surplombante se repère sur la vidéo que nous avons réalisée du sommet de la motte. Même si ce n'est pas flagrant sur les images, le sommet de la motte livre une vision assez nette des alentours. De plus, l'Esquelène est située sur l'un des points culminants du pays de Léon. Vers le XIIe siècle, le donjon en bois est reconstruit en pierre après que des attaques aient mené à la destruction des constructions en bois de l'Esquelène à un moment où ce site était impliqué dans des conflits. On trouve également sur la motte les traces d'un bâtiment annexe ainsi que d'une muraille. Vers la fin du Xe siècle et au début du XIIe, la pente de la motte a été recouverte d'une chape de pierre plate pour la rendre glissante afin de mieux se défendre et aussi pour la consolider. Au XIIIe siècle, le seigneur de l'Esquelène constitue un petit bourg autour de la motte. Au XIVe siècle, le seigneur construisit un petit manoir dans la basse-cour, et au XVe siècle, il quittait définitivement ce site pour le manoir de la Salle, bien plus confortable, situé un peu plus loin, et dont il ne reste malheureusement plus grand-chose. Si, au début,
Les villageois de l'Esquelenne étaient dirigés par un chef de clan. Au fil des siècles, avec la féodalité, un seigneur les a pris sous sa protection. Certains sont assez intéressants car ils ont su s'inscrire dans une histoire locale et parfois plus globale. Ces seigneurs étaient donc généralement des cadets de ceux de Léon. En étant leurs vassaux, ils servaient leurs ambitions et intérêts en protégeant le centre-ouest de leur territoire. Ils soutenaient aussi au XIIe siècle la rébellion des vicomtes contre les ducs de Bretagne qui avaient contracté des alliances avec l'Angleterre car leur roi essayait de mettre la main sur le duché. C'est sûrement la répression des Plantagenets qui causa la destruction du donjon de bois de l'Esquelenne. Au XIIIe siècle, la famille de l'Esquelenne gardait encore un grand prestige. C'est pourquoi de nombreuses familles se sont alliées à elle. Certains de ces seigneurs se sont illustrés hors de Bretagne et même hors de France, notamment en participant aux croisades, comme Adam de Léon qui décéda à Saint-Jean d'Acre en 1191. 2 siècles plus tard, un autre seigneur de l'Esquelenne s'illustra dans un conflit. Il s'agit de Guillaume du Vieux-Chastel, qui fut tué au siège de Becherel en 1363, dans le cadre de la guerre de succession de Bretagne. Un autre seigneur intéressant lié à l'Esquelenne pouvant être cité est Tanguy de Kermavant. Celui-ci fut chambellan du duc Jean V et capitaine de Brest. Il avait commandé une compagnie pour la délivrance du duc en 1420, qui avait été victime d'un complot de la part de la maison de Penthièvre. Quant à son fils, celui-ci a été fait prisonnier lors de la bataille de Saint-Aubin de Cormier en 1488, qui opposait les troupes du roi de France à celles du duc de Bretagne, François II. Plus tard, Jean de Kermavant, sire de l'Esquelenne, serait parti combattre les Turcs en 1565. Il serait mort noyé à Malte. Les 2 frères de Jean sont eux aussi décédés lors d'un duel ayant eu lieu à Rennes en 1584. Comme leur sœur Claudine de Kermavant avait épousé en 1577 François de Maillé, l'Esquelenne est passée aux mains de la maison de Maillé, qui était alors une importante famille. Mais en 1715, Henri de Maillé a vendu ses biens et le lieu a été peu à peu laissé à l'abandon. Intéressons-nous maintenant au blason. Le blason de la famille de l'Esquelenne comportait une tour d'argent portée sur une demi-roue. Il se raccroche à la légende de Saint-Onan qui sert quand même à justifier beaucoup de choses, même les plus anachroniques. Le beau chevalier, alors qu'il était assailli par des Danois venant voler ses trésors, aurait trouvé une solution pour leur barrer le passage. Il aurait barricadé l'entrée du donjon de la Motte Castrale au moyen d'une roue de charrette, ce qui lui aurait permis de leur tenir tête jusqu'à l'arrivée des secours. Mais il n'est pas possible de relier Saint-Onan à cette attaque viking, car le premier aurait vécu au 6e-7e siècle et le raid s'est produit au 10e siècle. Mais passons. Au 15e siècle, lorsque les Lesquelenne se sont associés aux Kermavant, un nouveau blason est né, composé de la tour des Lesquelenne et du lion des Kermavant. On peut observer ce nouveau blason sur le calvaire. C'est ensuite devenu le blason de la commune de Plabennec. Sur ce site se trouvent également les vestiges de la chapelle Notre-Dame-l'Esquelenne, même si en réalité ces vestiges sont ceux des 3 chapelles qui se sont successivement élevées au même endroit. Il nous reste donc quelques pierres constituant la base des églises que vous pouvez voir sur la vidéo. Dans ces chapelles ont eu lieu des baptêmes ainsi que des mariages. La première de ces chapelles est détruite au Xe siècle lors des invasions vikings, puis une deuxième se constitue au XIIe siècle. Enfin, la dernière chapelle se met en place au cours de la Renaissance. Elle a été construite en pierre de taille et de style gothique. Elle est tombée en ruine au XIXe siècle après avoir cessé d'être un lieu de culte. À côté se trouve un calvaire Renaissance assez sophistiqué qui avait été érigé en 1527 et restauré au XXe siècle. On peut y observer des anges ainsi que des statues modernes du Christ, de la Vierge et de Jean. Nous savons que des petits commerces et autres structures étaient également présents dans la basse-cour et aux alentours. Tous ces éléments sont plus ou moins repérables sur ces prises de vue. Il est malheureusement assez difficile de les identifier précisément, notamment à cause de la végétation, mais nous avons une petite idée de leur localisation. Il y avait une taverne, une boulangerie avec un four à pain et une meule à grains, une forge, un atelier de tissage, des entrepôts, une cave à vin, des moulins et un marché. Mais on note également la présence d'écuries, de latrines publiques ainsi que d'un champ de justice. L'endroit était pavé, comprenait des caniveaux et était entouré de douves, où se trouvait un puits.
On comprend donc qu'à l'époque, l'Esquelenne jouait un rôle important dans l'économie locale, car elle était assez riche en commerce et infrastructures. Au début du XVIIe siècle, le site était encore bien inséré dans les échanges, puisqu'on y a trouvé des pipes à tabac, qui sont des produits d'Amérique et qui furent exportés à l'époque par les puissances portugaises et espagnoles. On y a aussi trouvé des verres à vin ibérique. Mais l'ensemble a périclité à partir du XVIIe siècle. Le donjon sur la Motte, lui, avait déjà été laissé à l'abandon depuis le XIVe siècle. L'abandon du site de l'Esquella a donc entraîné la récupération des matériaux de construction pour divers ouvrages, ponts, habitations, riches maisons brestoises, etc. Peut-être qu'un jour, en vous promenant rue de Siam à Brest, vous pourrez apercevoir un petit bout de l'Esquelenne. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à la prochaine!